大家来到沙洲食艺啊！接下来您将看到的是人间美味沙葱牛肉饼啊！好，咱们出锅好不好？出锅喽！喊起来，出锅！好。Pendant la haute saison touristique au marché nocturne de Dunhuang, une longue file d'attente se forme chaque jour devant le stand de galettes de bœuf à la ciboule des sables de Shazhou. Certains touristes reviennent même quotidiennement faire la queue pour cette galette de bœuf devenue virale sur les réseaux. Si les galettes de bœuf sont familières au public, l'ingrédient ajouté à la farce est plus mystérieux, la ciboule des sables. En été, chaque goutte de pluie qui tombe au pied des monts Tsilian fait battre le cœur des gourmets. Une saveur sauvage du désert qui ne pousse qu'après la pluie pointe alors ses extrémités. Cette plante sauvage s'appelle ciboule des sables ou Allium mongolicum, une plante de la famille des liliacées. De nombreux habitants de Dunhuang attendent précisément les 3 à 5 jours après la pluie, période de maturité de la ciboule des sables, pour aller cueillir cet ingrédient précieux et imaginer les accompagnements parfaits pour cette fraîcheur rare. Fraîchement cueillie, la ciboule des sables est extrêmement tendre. Une fois coupée, on peut voir sa fine structure creuse, comme si elle respirait encore. Lorsque la ciboule des sables est mélangée à la viande de mouton, son piquant, 10 fois plus intense que celui de la ciboule ordinaire, conquiert complètement le goût prononcé du mouton. Les raviolis au mouton et à la ciboule sauvage sont une tentation ultime à laquelle les papilles ne peuvent résister. Dunhuang沙葱饺子，好吃的呀！哎呀，沙葱先洗了啊。少拿点，走着拿啊，好嘞。 Chaque matin, M. Cao et son épouse commencent leurs préparatifs dans leur petite boutique de Tsili. La ciboule des sables est délicieuse, mais ses tiges fines et creuses flétrissent et s'abîment facilement au contact de l'eau. M. Cao utilise un ventilateur électrique pour sécher rapidement l'eau résiduelle sur la peau de la ciboule, puis l'étale en couche pour la faire sécher à l'ombre. Traitée ainsi, la ciboule reste fraîche pendant les 7 à 8 heures de vente au marché nocturne. Une saveur unique provient invariablement d'ingrédients uniques. Pour créer une galette de bœuf différente, outre l'ajout de ciboule sauvage, M. Cao choisit la viande de yak des monts Tsilian. Les yaks, qui ne sont jamais utilisés comme bêtes de somme, vivent en semi-liberté, se déplaçant au gré des pâturages et des points d'eau. L'air pur des hauts plateaux, l'eau propre et les herbes médicinales sauvages qu'ils consomment donnent à leur viande une saveur unique, avec un arôme riche et une teneur en protéines bien supérieure à celle du bœuf ordinaire. Quand la ciboule des sables rencontre la farce de bœuf, elle crée le plat le plus populaire du marché nocturne de Shazhou à Dunhuang. La pâte est feuilletée et croustillante, la farce juteuse et tendre. Le piquant vif de la ciboule des sables fusionne parfaitement avec le goût sauvage et profond de la viande de yak. La galette de bœuf à la ciboule des sables surpasse sans conteste tous les autres types de galettes de viande, attirant des clients de tous horizons qui ne peuvent plus s'en passer. 敦煌沙葱牛肉饼，好吃的对。欢迎光临新街州，上从五代到如今，
吃药同源真得神，天时三药熬粳米，韭菜籽儿八味体，酒后再饮3杯酒，不许一起白冰走。来，祝大家身体健康，谁先说好喝的？好喝。这里面有天时和三药。 Juste à côté du stand de Monsieur Cao, un autre vendeur ne se laisse pas intimider. Dans ce marché nocturne de Dunhuang, où les saveurs se disputent l'attention, la bouillie des immortels de Monsieur Ma n'attire pas immédiatement le regard. Il utilise des claquettes pour vanter lui-même son produit. 这个神仙中呢，这是以前和尚和道士他们在莫高窟修行用的就是这一样的，就是这个粥。芡实它本身加上韭菜籽，它本身都是中药。哪个叫韭菜籽呀？就是这个黑的啊，黑的是韭菜籽。韭菜籽。 Cette tactique fonctionne visiblement. Dès que les touristes entendent que cette bouillie provient des manuscrits de la grotte au Sutra, ils sont immédiatement tentés de la goûter. Les manuscrits des grottes de Mogao contiennent plus de 700 recettes alimentaires, révélant ce que mangeaient les anciens habitants de Dunhuang et comment ils le préparaient. La recette de la bouillie des immortels de Monsieur Ma provient de ces documents historiques et constitue la plus ancienne recette de bouillie d'igname conservée en Chine. Même si les claquettes de Monsieur Ma manquent de finesse, sa bouillie des immortels est préparée avec authenticité, suivant scrupuleusement la recette originale de la dynastie Tang. Le profit sur un bol de bouillie est minime, mais Monsieur Ma y trouve son bonheur. Pour lui, c'est une façon de préserver un héritage millénaire de Dunhuang. Dans les grottes de Dunhuang, tous les espaces non occupés par des statues ou des peintures narratives sont décorés de motifs ornementaux qui embellissent ce royaume bouddhique. Parmi eux, les motifs du plafond central, appelés Zaojing, sont les plus somptueux. La spécialité exclusive de Maître Zhang est le point culminant du banquet de Dunhuang, l'assiette composée 3 lièvres Zaojing. Il enveloppe de nori un mélange de jaune d'œuf, de blanc de poulet, de crevettes et de lard, puis les dispose avec des rouleaux d'œufs, du jambon, de la patate douce et du radis pour former les pétales du motif Zaojing. Puis il utilise du blanc d'œuf cuit à la vapeur pour créer la forme des 3 lièvres. L'inspiration de ce plat vient du plafond de la grotte 407. Au centre d'une fleur de lotus épanouie se trouvent 3 lièvres blancs en pleine course. Plus que pour sa valeur gustative, ce plat est apprécié pour sa référence culturelle aux grottes de Dunhuang. Qu'il s'inspire des sites antiques de Dunhuang, des peintures murales des grottes ou d'anecdotes historiques, les plats du banquet de Dunhuang s'efforcent de créer un tableau où la beauté nourrit aussi le palais. Une importante chute de neige en hiver transforme Dunhuang en un royaume secret, hydratant cette terre assoiffée. Certains ingrédients enfouis sous cette terre commencent à absorber l'essence du ciel et de la terre, accumulant leur propre saveur. Le Suoyang, dont le nom signifie « qui retient l'énergie yang », est une plante herbacée parasite qui pousse sur les racines du tamari. Les températures descendant jusqu'à -20 degrés sont paradoxalement idéales pour sa croissance. Un dicton local affirme que le Suoyang récolté pendant le Sanjiu, les jours les plus froids de l'hiver, vaut autant que le ginseng. Parasite des racines de tamari et de nitraria, le Suoyang reste la plupart du temps enfoui dans le sable, grandissant silencieusement et ne sort de terre que lors de sa floraison.
Une fois lavée et délicatement épluchée de sa peau écailleuse, la chair blanche et juteuse du swoyang apparaît. Le swoyang cuit à la vapeur est égrasé en purée, libérant ses sucres et sa gélatine. Riche en divers nutriments, il est considéré comme un élixir de jouvence qui tonifie le sang et retarde le vieillissement. La pâte enrichie de swoyang devient plus moelleuse et, après friture, dégage un parfum sucré. Susioroi se rend à l'abattoir en périphérie de la ville pour sélectionner des abats de moutons. Rien n'égale la fraîcheur des abats tout juste prélevés. Les abats s'achètent par ensemble, un ensemble comprenant l'estomac, les intestins, le foie, le cœur et les poumons. Son restaurant ne propose qu'un seul plat traditionnel de Dunhuang, le Yangbo Geda, des abats de moutons sautés. Les abats sont lavés à plusieurs reprises pour éliminer les impuretés et les odeurs désagréables, puis brièvement cuits à feu vif pour faciliter les découpes. Les abats de mouton contiennent peu de matière grasse, ce qui ne satisfait pas pleinement les amateurs de saveurs riches. Il faut donc les faire sauter avec de la graisse de mouton. Cette graisse a un point de solidification bas et se fige facilement au froid, donc la maîtrise du feu est cruciale pour réussir ce plat. La poêle ne quitte jamais le feu, la viande ne quitte jamais la poêle. Manger les abats tout en les faisant sauter est la bonne façon de déguster le Yangbo Geda. Au printemps 1941, pour retrouver les véritables traces de l'art chinois des dynasties Jin et Tang, Zhang Datian est venu aux grottes de Mogao avec sa famille. En 2 ans et 7 mois, il a copié plus de 270 peintures murales. Ce séjour à Dunhuang a marqué le tournant le plus important dans la carrière artistique de Zhang Datian, lui permettant de devenir un maître qui fait le pont entre tradition et modernité. Ce gourmet chevronné a créé des plats Datian aussi célèbres que ses peintures. Il disait lui-même que, du point de vue artistique, son talent culinaire surpassait son talent pictural. Même dans les grottes de Mogao, où la nourriture était extrêmement rare, ce fin gourmet parvenait à trouver de quoi se régaler. Il a découvert que dans le petit bois devant les grottes de Mogao poussaient chaque été de très rares champignons sauvages. Les abats de moutons mijotés aux champignons sauvages ont émerveillé Zhang Datian. Après avoir absorbé la graisse, les champignons libèrent progressivement leur glutamate de sodium naturel, rendant le bouillon d'abats incroyablement savoureux. Des champignons ordinaires, des abats modestes, leur rencontre crée un nouveau plat Datian transcendant. Chaque jour dans les grottes, tout en copiant les bodhisattvas, Datian a également découvert que les peintures murales de Mogao représentaient aussi des scènes d'abattage de porcs et de moutons. Les manuscrits de la grotte au Sutra rapportent que sous les Tang et les 5 dynasties, environ 70 litres de blé permettaient d'obtenir un mouton. Visiblement, les moutons n'étaient pas bon marché. En 1943, lors de son départ des grottes de Mogao, Zhang Datian a discrètement glissé à Chang Shuhong, le grand peintre venu de Paris, une carte dessinée à la main indiquant les emplacements secrets où poussaient les champignons sauvages autour des grottes, partageant ainsi ce secret gastronomique.
Dès l'aube, l'île de Roi ouvre son enclos et commence sa journée de berger. En 2016, l'île de Roi a débuté avec 14 moutons et en possède maintenant plus de 300, ce qui fait de lui un important éleveur de moutons à Dunhuang. La vie de berger est solitaire et austère, mais l'île de Roi est optimiste et trouve toujours du plaisir dans les difficultés. Même son déjeuner dans le désert de Gobi est préparé avec soin et saveur. Il creuse un trou dans le sol, installe une marmite et fait bouillir de l'eau. Il taille des baguettes à partir de branches de tamari, verse un demi-bol de farine, ajoute progressivement de l'eau tout en remuant doucement jusqu'à obtenir une pâte assez lâche. Avec ses baguettes de tamari, il détache de petits morceaux de pâte qui tombent dans l'eau bouillante. C'est ainsi qu'est préparé le plat le plus simple de Dunhuang, les bogeda au tamari. Dans ces contrées sauvages, pouvoir manger un bol de bogeda chaud est le summum du bonheur pour un berger. Dire放羊娃的生活很简单，混溜帮剥了个蛋蛋，吃那肚子呢非常的舒坦，谁知道放羊娃的心酸。Les bogeda au tamari sont une méthode de cuisine de plein air laissée par les marchands de la route de la soie. Lors de leur long voyage où les ustensiles de cuisine manquaient, un bol de bogeda improvisé avec les moyens du bord a réconforté et réchauffé de nombreux voyageurs dans la solitude glaciale. La matinée de Liu Shangrong commence par un bol de lait frais provenant de ses propres moutons. Chaque année, à l'arrivée du blé nouveau, Liu Shangrong s'empresse de moudre un sac de farine fraîche pour faire des petits pains à la vapeur. Le vieux moulin du village, le seul qui reste, connaît un regain d'activité ces dernières années. Après comparaison, les villageois trouvent que la farine moulue dans le vieux moulin est plus parfumée, sans aucun additif, et préserve au maximum l'arôme et les nutriments du blé. D'abord, la farine ne doit pas être trop fine. La farine du vieux moulin, n'ayant pas complètement éliminé le son, est légèrement jaunâtre, ce que les habitants de Dunhuang appellent farine noire. Le son contient des protéines, des minéraux et des fibres alimentaires en grande quantité et possède d'excellentes propriétés d'élasticité et d'expansion. Le vent qui souffle sur la passe de Yumen a caressé les anciens comme il caresse aujourd'hui les champs de blé ondulants. Le blé n'est pas une culture indigène de Chine. Il a été introduit d'Asie centrale il y a environ 4000 ans et est devenu l'aliment de base du nord de la Chine après la dynastie Han.
Les preuves archéologiques confirment que le corridor du Reussy fut la première région de Chine où le blé fut introduit. Bien qu'il existe aujourd'hui toutes sortes de levures, sa femme préfère encore utiliser le levain traditionnel pour faire lever la pâte. Le processus est plus lent, mais les petits pains cuits à la vapeur sont à la fois moelleux et fermes. Eh呀，这不爽气了。来，我接着。哎呀，再上一点。 Les étés à Dunhuang sont chauds et les petits pains ne se conservent pas longtemps. Avant l'époque des réfrigérateurs, le séchage était la seule méthode de conservation. C'est l'origine d'une des 8 curiosités de Dunhuang, sécher au soleil de bons petits pains après les avoir brisés. Le couple rompt les petits pains chauds en 4 et les fait sécher sur le toit. Le soleil ardent et le vent sec éliminent rapidement l'humidité. 2 jours plus tard, les petits pains séchés sur le toit ont été transformés par le soleil. Une longue exposition au soleil, de grands écarts de température entre le jour et la nuit et un sol sablonneux et aride. Ces 3 caractéristiques géographiques, apparemment défavorables, deviennent des atouts pour les pastèques de Dunhuang à la chair sableuse et sucrée. Pastèques et melons ont été introduits en Chine par la route de la soie vers la dynastie Han occidentale. Dunhuang, première zone de transit, a toujours été réputée pour ses melons excellents. Sous les Han orientaux, la cour impériale recevait même des melons sucrés en tribut de Dunhuang. C'est un déjeuner qui ne nécessite aucun couvert. Le melon à peau fine et chair sableuse se fend naturellement d'une simple pression du bout des doigts. Les morceaux de pain séché servent parfaitement d'ustensile. Lorsque le pain sec est plongé dans la chair du melon, ses pores asséchés absorbent avidement le jus. En bouche, c'est une symphonie de textures où le moelleux épouse le croquant, où la fraîcheur du melon sublime la douceur sucrée du blé. Ce déjeuner improvisé au bord d'un champ de melon offre l'une des saveurs les plus mémorables au monde.